L'emploi des jeunes, la croissance démographique et économique du pays, les transports, la baisse du pouvoir d'achat des citoyens, tant d'enjeux à discuter à l'aube des élections locales de janvier 2022 au Sénégal. Quelles devraient être les attentes des citoyens? Quelles sont les priorités des dirigeants et des candidats aspirants aux mairies? Nous en discutons avec deux experts, deux sociologues qui vont aller au fond de la question avec nous. Chers téléspectateurs, bienvenue dans Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. J'ai l'honneur et le plaisir de recevoir le professeur Ali Anne. Bonjour Monsieur Anne. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien, merci. Parfait. Alors vous êtes sociologue, comme on l'a dit à l'entame de cette émission. Vous avez aussi un billet en management des projets des organisations. C'est tout à fait bien ça. C'est bien ça. Bienvenue. Et nous sommes aussi accompagnés de Dr Souleymane Lo, aussi sociologue. Bonjour docteur. Bonjour Sophia. Et moi j'aime bien vous qualifier d'analyste des comportements sociaux aussi. Et évidemment, il n'y a pas de souci, on est dans le même champ. Exactement, c'est le champ. Alors on va rentrer dans le vif du sujet si vous le voulez bien. On parle des prochaines élections locales de janvier 2022 qui suscitent beaucoup d'engouement, beaucoup de questionnements et des campagnes ardentes actuellement. Docteur Lo, j'aimerais vous poser directement la première question. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire d'une manière générale sur le paysage un peu politique du pays actuellement? Merci Sophia. D'abord, je me réjouis donc de partager encore une seconde fois, en tout cas ce plateau avec le professeur Anne, parlant donc des sujets de société. Évidemment, cette fois-ci, la question que tu viens donc de poser, elle est importante et très qualifiante par rapport donc à l'espace politique sénégalais qui, de plus en plus, qu'on le dise ou pas, est marqué par une recrudescence donc de la tension un peu partout observée entre donc le jeu des acteurs dans le cadre donc de la recherche donc du pouvoir ou de la conservation donc du pouvoir. Alors donc à ce niveau, on voit que la tension devient la monnaie courante qu'on retrouve un peu partout dans tous les autres donc espaces, que ce soit religieux, social, un peu partout. Alors, donc, ce qui est davantage donc, regrettable du point de vue, en tout cas, des élections donc, à venir, d'avoir perpétuellement donc, la tension un peu observable à l'échelle donc, nationale, ce n'est pas quelque chose, en tout cas, qui peut augurer donc, des lendemains meilleurs. Et je pense que cette tension, il y va donc de l'intérêt donc, de tous les acteurs, de faire en sorte qu'on puisse donc, la dissiper donc, du mieux que nous pouvons. Mais l'espace politique, particulièrement le jeu politique, moi, j'ai remarqué, quand j'analyse donc la société, que je vois donc deux types d'acteurs même qui interagissent, où le premier type d'acteur se nourrit donc du second. Ouais. Alors, ce sont donc les deux catégories donc de population que nous avons, en tout cas, et grâce donc particulièrement à l'intervention donc de la politique. Alors, la première catégorie, moi, je les nomme les oppresseurs. Évidemment, la deuxième catégorie serait donc les opprimés. Okay. Alors, donc, les oppresseurs, c'est une catégorie formée donc d'acteurs tels que donc les politiciens, il faut le dire, les marabouts dans le Sénégal, les journalistes et les griots. Voilà donc ces quatre qui forment donc la première catégorie d'oppresseurs qui se nourrissent donc d'autres catégories dans la deuxième catégorie qu'on appelle donc les opprimés, composés donc des militants, des talibés, des fans et les ignares. Alors la première catégorie appelés, comme je l'ai dit, donc les oppresseurs. Ces oppresseurs, évidemment, d'une manière ou d'une autre, cherchent à agir sur la corde sensible donc, de la deuxième catégorie pour obtenir donc, des gains de cause, pour avoir donc, leur adhésion par rapport à nos projets. Alors, c'est le politicien, qu'est-ce qu'il fait? Souvent, il est en relation avec donc, les militants. Le politicien, il a donc sa position, sa fonction politique, ou bien donc, il a de l'argent, donc ce qui fait son pouvoir. Ce qu'il va faire, il ne cherche pas à convaincre, parce que celui qu'il cherche à convaincre n'est pas dans ce registre donc, de la raison, mais donc de l'émotion. Alors, c'est la raison pour laquelle il fera tout pour tromper donc, le militant, tromper donc ce qu'on appelle les talibés d'une manière ou d'une autre. Les marabouts également se nourrissent donc des talibés, évidemment parce que les talibés constituent d'une certaine manière un fonds de commerce politique. En tout cas, c'est un gage que le marabout a pour pouvoir obtenir quelque chose donc, du politicien. Encore, vous prenez le journaliste, l'arme dont il dispose, c'est sa plume, en faisant donc des chantages. Si j'écris donc sur la réputation d'un politicien,
si j'écris, etc., je me ferai lire et je peux influencer sur la personne. Ça Par conséquent, il Mm-hmm. joue par rapport au lecteur pour pouvoir se faire donc son avenir d'une manière ou d'une autre. Alors, le griot, c'est à la fois celui qui a donc la parole mielleuse, mais également qui sait mettre donc en valeur, en tout cas le marabout ou le politicien, pour compter, espérer donc des militants et des talibés de quoi se nourrir d'une manière ou d'une autre. Donc, vous voyez donc cette catégorie composée par ces 4 types d'acteurs, le politicien, donc le journaliste, c'est eux qui se nourrissent donc des militants. Parce que les militants, le talibé, le fans, c'est un musicien, il organise donc, je ne sais pas, un concert, tout le monde vient, il gagne donc son argent, il mange. L'ignare, c'est en général ceux qui ne savent rien, c'est comme ceux qui ont donc le destin donc de la feuille morte. Ils sont partout emportés, que ce soit donc dans le cadre politique, dans le cadre religieux, comme également donc dans le cadre donc musical. Eux, ils sont un peu partout et le peu qu'ils gagnent, ils le dépensent donc pour le bénéfice, pour l'intérêt donc des autres. Donc quand je regarde la société sénégalaise et que j'analyse, je me dis qu'en gros, pour conclure, il y a une catégorie qui se nourrit donc d'une autre catégorie. La première catégorie sont les oppresseurs, composés des politiciens, des marabouts, des journalistes et des griots. Ensuite, donc, la deuxième catégorie, les opprimés, et de tout le temps c'est comme ça, c'est entre donc, les militants, les talibés, les fans et les ignares malheureusement, etc. Et malheureusement, c'est cela qui rend un peu difficile les relations au niveau donc, de la société de façon générale et qui, évidemment, constitue donc source donc, de conflits et de tensions donc, dans ce pays. D'accord, docteur Lo, une analyse passionnante. Professeur Anne, on est toujours dans le registre de la relation, disons, que j'appelle entre les dirigeants et les populations. Moi, j'aimerais vous poser la question, si vous deviez en donner une analyse, ce serait laquelle de cette relation? Et est-ce que vous ne trouvez pas cette catégorisation d'oppresseurs et d'oppressés un peu généralisante, ou est-ce que vous êtes d'accord avec? Merci Sophia, merci professeur Lo pour cette intervention. Alors moi j'aimerais déjà, pour parler de cette relation entre la classe dirigeante et les populations et le contexte actuel, dire déjà que le Sénégal est classé jusqu'à présent parmi les pays en difficulté. Je préfère utiliser ce terme plutôt que de dire un pays pauvre. Donc, un pays en difficulté d'un point de vue socio-économique. Alors, dans ce contexte-là, naturellement, il y a des choses qui se font, il y a des politiques qui se mettent en place, ça c'est depuis les indépendances, pour essayer de changer cette situation. Ces politiques-là sont initiées par les gouvernants qui mettent en place des choses, inspirées un peu partout de l'international, et qui ont essayé de faire avancer le pays depuis les années 60. Alors, dans cette logique de gouvernance, dans cette politique de gouvernance, on a assisté globalement à un système d'assistance. C'est-à-dire quoi? Un gouvernement qui crée ou qui s'inspire de théories de développement, comme de Rostov ou des Nations Unies, et qui vient les mettre en place, et qui essaie d'assister les populations à suivre et à évoluer, pour ne pas dire à se développer. Ça, c'est le premier schéma qu'on a eu à avoir, qui n'a pas tellement réussi. Et là, dans le contexte aujourd'hui, toujours en matière de gouvernance, on a un système dit participatif. On est dans le contexte de décentralisation et de développement local. L'enjeu majeur, c'est de pousser les populations à se prendre en charge et à participer. Mais de l'un à l'autre, du mécanisme d'assistance au mécanisme de participation, quelle est la sensibilité ou quels sont les résultats obtenus du point de vue de la population? La réponse est très mitigée. Jusqu'à présent, on n'est pas encore sorti de l'ornière des difficultés. Alors, dans ce contexte-là, où les résultats ne sont pas essentiellement au rendez-vous, il y a des choses qui se font, c'est un processus de développement. Mais dans ce contexte de difficulté, naturellement, il y a des tensions. Et ces tensions-là dont vous parlez, on va les voir sur le point de vue social. Alors, sur le point de vue social, naturellement, cette tension est incarnée par, d'une part, ce qu'on appelle le front social, les syndicats au niveau de l'université, au niveau de la boulangerie, au niveau du transport. Donc, toute cette mouvance qui incarne le front social, au niveau de l'université, comme cette semaine, comme on l'a vécu, mais également incarné par l'opposition.
Donc tout cela fera un front social qui fait que, effectivement, depuis un beau bout de temps, avec la Covid qui a posé à l'avance un problème énorme, donc avec les tensions que ça a causé, ce qui fait qu'effectivement, depuis 1 à 2 ans, le Sénégal traverse une situation de tension sociale. Mais quand même, un petit vent d'espoir par rapport au mécanisme de régulation sociale qui heureusement existent. Hein, ces mécanismes-là, parmi ces mécanismes, on peut parler de la plateforme qui est en train de se mettre en place pour pousser les acteurs politiques, économiques, les acteurs dans le domaine du syndicat à s'asseoir pour aller vers l'essentiel, parce que ce n'est que dans une situation de paix, dans une situation de paisibilité, dans une situation tranquille que l'on peut aller en avance. Donc maintenant, dans la lecture, effectivement, on peut parler d'opprimés et d'oppresseurs. Voilà, c'est une catégorisation. Mais moi, je dirais plutôt que c'est un contexte, à la limite internationale, qui est là, qui est difficile, qui était déjà difficile, renforcé par ces années de Covid. Et tout ça, aujourd'hui, on est en train de vivre la phase des conséquences, en plus des problèmes qu'on avait. Donc ça requiert une analyse très profonde, une analyse à tête reposée, pour que ces problèmes que nous avons traversés avec la Covid et que nous sommes en train de traverser, qu'on puisse arriver à les gérer comme le Sénégal a toujours pu le faire, sans pour autant tomber dans des réflexions de raccourci. La réflexion de raccourci, c'est de dire, oui, il y a des grèves, certainement c'est l'opposition. Oui. Oui, il y a des problèmes, certainement le pouvoir... C'est assez simpliste. C'est assez simpliste. Certainement le pouvoir n'a rien fait. Moi, à mon avis, c'est des réflexions de raccourci qui permettent de ne pas, qui ne nous permettent pas de faire face et de diagnostiquer réellement des problèmes pour y apporter des solutions. Et cela demande du courage d'affronter les problèmes. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ça la situation qui est là. Qui est là. Très bien. Professeur Anne, merci pour cette analyse. Docteur Lo, on parle d'oppresseurs et d'oppressés. Que pensez-vous de cette phrase « Les peuples n'ont que les dirigeants qu'ils méritent » ? Tout à fait. En fait, c'est une assertion donc très vraie, dans le sens où quand on aborde donc la question, on voit qu'il s'agit donc d'une servitude donc volontaire, ce qu'on appelle donc la servitude donc volontaire. Ça veut dire que plutôt que de critiquer même le dirigeant, l'oppresseur, l'idée de savoir pourquoi donc l'oppressé, l'opprimé accepte donc la situation comme telle. La compréhension de cette situation peut être aisée à partir donc de 2 niveaux. D'abord, la plupart donc du temps, ceux qui sont donc des opprimés, ils sont conscients de la situation, mais ils n'en ont pas conscience. Alors, être conscient et avoir conscience, c'est là où le problème se pose par rapport donc à ces personnes-là, à ces populations dont on dit qu'elles ne méritent que d'avoir donc les dirigeants qu'elles ont. Pourquoi? Parce que le dirigeant n'est autre que le produit donc de cette société. Ça, c'est un élément important. Mais parce qu'en général, elles ne font rien, ces populations, pour que donc les choses changent. Parce qu'elles acceptent naturellement d'être menties. Elles acceptent et elles sont conscientes donc du mensonge donc des politiciens. Tout le monde sait que, d'ailleurs tout le monde le dit, le politicien est prêt à tout faire, à mentir pour être élu. On sait que, et tout le monde le dit, que les politiciens, la part donc des politiciens, il ne faut pas y croire, n'engage donc à celui qui veut. Donc tout cela, on est conscient donc de ces faits et les gens savent. Malheureusement, l'idée de voir pourquoi le fait de savoir ne nous engage pas. Parce qu'être conscient, c'est d'être donc dans la passivité. Alors, être conscient, ça veut dire que la personne est un sujet. Il est sujet à cette manipulation, à cette ingénierie donc du mensonge établie par les politiciens, particulièrement par les oppresseurs. Alors, toujours dans ce registre, l'oppresseur, ce qui l'intéresse, c'est de faire comment manipuler le sentiment, évidemment, donc, des autres, pour pouvoir obtenir une adhésion par rapport à son projet. Malheureusement, étant entendu que les populations, tout comme la plupart donc, des opprimés, des oppressés, ne sont rien d'autre que la somme donc, de leur peur, de leur joie et de leur tristesse. Alors, le politicien cherche toujours à agir sur cette corde sensible pour persuader et non pour convaincre.
Parce que dans la situation d'arriver à convaincre, l'oppresseur ne s'inscrit pas dedans. Parce que convaincre fait appel donc à une argumentation, fait appel à la raison. Alors la plupart donc de ces gens-là ne jouissent pas donc d'une raison en agissant, mais plutôt donc d'une émotion. Et d'ailleurs c'est le moment donc de souligner la fameuse phrase donc de Senghor, lorsqu'il disait que l'émotion est nègre, la raison est hellène. Mais il n'avait pas parfaitement donc tort, parce que nous sentons mieux que nous voyons donc les choses. Elle ne va pas faire plaisir à tout le monde, cette phrase. Mais c'est la réalité, c'est la réalité. C'est-à-dire quand on voit ce qui se passe, sachant que les populations sont très fatiguées, en tout cas des situations, en tout cas qu'elles sont en train donc de vivre, et malheureusement, à chaque veille électorale, on voit que la situation, ceux qui se lamentaient, c'est eux-mêmes qui reviennent pour valider encore une autre situation. On se pose la question, est-ce qu'ils en avaient conscience? Non. Ces populations étaient conscientes, bien entendu, du mensonge qu'on leur tenait, mais n'en avaient pas conscience. Avoir conscience, c'est d'être dans l'activité. C'est de créer la rupture nécessaire par rapport pour changer. C'est d'avoir une certaine lecture des conséquences d'un mensonge donc d'autrui pour que cela ne se répète pas. Mais tant qu'on est toujours donc conscient, évidemment, on passe à côté donc des choses. Et que toujours l'oppresseur continue à nous opprimer, continue à nous valoir donc ce qu'il veut faire. Et par conséquent, nous, en acceptant que les choses se passent, donc c'est une servitude donc volontaire à laquelle donc on participe, et que mieux vaudrait se faire critiquer soi-même que de mettre donc le doigt ou le coursier donc sur celui qui nous opprime, donc l'oppresseur de façon générale. Une autre analyse justement qui nous fait penser, est-ce que finalement l'oppressé est réellement oppressé ou est-ce qu'il s'oppresse soi-même? Moi, je dirais, de toute façon. Oui, c'est une question volontaire. Oui, on l'accepte, mais de manière inconsciente, parce qu'on est conscient, certes, mais on n'a pas conscience donc de cela. De cela. Parfait. Alors, à l'aube des élections locales, professeur Anne, une question terre à terre, très simple. C'est quoi le rôle d'un maire? Oui, merci Sophia. C'est bien de réfléchir sur cette problématique à la veille des élections dans quelques semaines. C'est quoi le rôle d'un maire? Pour répondre à cette question, il faut le placer dans le contexte de la politique de décentralisation et de développement local initiée au Sénégal depuis assez longtemps. En 3 phases ou 4 phases. On va parler de la phase déjà d'avant indépendance, où on a eu la première phase de décentralisation, avec l'installation des communes françaises, Gorée, Rufisque, Saint-Louis et Dakar. C'était la première phase de décentralisation. Après les indépendances, on a eu une deuxième phase avec la création des régions, des communes, des serres un peu partout au Sénégal, avec un système d'administration sénégalais. Vers les années 72, on va arriver à une autre phase avec la création des communautés rurales. D'accord? Des communes et des communautés rurales. Et à leur tête, des maires qui vont faire fonctionner leur collectivité. Vers les années 96, on va arriver à une autre phase où le pouvoir de ces maires, effectivement, donc vous verrez que c'est un processus, a été renforcé avec des compétences transférées. Et le maire ici va avoir un rôle carrément d'exécutif. C'est-à-dire que le maire, dans sa localité, il est vraiment la personne qui incarne, qui doit s'occuper et qui doit veiller à ce que sa collectivité avance et aille de l'avant. D'où les compétences telles que la santé, telles que l'éducation, telles que les arts et les cultures, l'environnement. Donc toutes ces compétences, l'État du Sénégal va les transférer au niveau des collectivités, notamment avec le maire, qui va les avoir en charge. Donc vous imaginez qu'avec ces secteurs clés, avec ces segments clés, le maire va avoir un rôle décisif, un rôle extraordinaire et important. Et il aura la responsabilité sur lui de faire fonctionner sa localité. Avec la nouvelle phase qu'on appelle l'acte 3 de la décentralisation, cette situation n'a fait que se renforcer. Les collectivités n'ont fait que de voir leur pouvoir et leurs prérogatives renforcées par le gouvernement du Sénégal. On est dans une phase, où l'État va s'occuper des aspects à la limite
que les collectivités ne peuvent pas faire et leur laisser le soin de gérer leur localité. Donc vous voyez que le maire, aujourd'hui, dans le dispositif du Sénégal, à l'évaluation des faits, il a à la limite la même responsabilité que le président de la République. On dirait même que le maire est le président dans sa localité. Donc, et là, dans les faits maintenant, ça c'est la théorie, c'est l'attente. Maintenant, dans les faits, quand même, il y a des problèmes. Il y a des problèmes, il y a des constats. Ouais. Aujourd'hui, il y a des problèmes par rapport à la compétence de certains maires. Il y a des problèmes par rapport au mécanisme de financement des responsabilités qu'on lui a confiées. Il y a des problèmes par rapport à l'engagement que la population doit avoir derrière le maire. Et la population, ce troisième volet-là est important parce que l'idée majeure, on a désigné un maire, effectivement, qui incarne la responsabilité de faire avancer sa localité. Mais il ne peut pas le faire seul. Ouais. Il ne doit pas le faire seul. Les populations doivent se mettre dans une dynamique de participation, à la limite, sur tous les niveaux, s'impliquer pour que les choses puissent se faire, parce que lui et son conseil, ils ne peuvent pas le faire. Donc, pour répondre à cette question, le maire joue un rôle essentiel et ça ne fera qu'aller de l'avant. D'où l'importance du choix de ces maires. Ouais, et en parlant de l'importance du choix justement de ces maires qui ont un rôle clé, comme vous venez de l'expliquer, professeur Aliane, est-ce que les populations sont conscientes de cette importance déjà du rôle que professeur Anne vient de détailler? Est-ce que les populations sont conscientes que c'est ça le rôle des maires et du fait que le choix reste primordial? Quelle est justement cette importance des élections locales? Merci Sophia. Et puis le raisonnement donc du professeur Anne est très pertinent. Évidemment, c'est comme ça d'ailleurs qu'on peut comprendre et attendre le rôle donc, du maire dans sa commune. C'est mettre en œuvre, en tout cas, donc, les compétences transférées. En tout cas, les 9 compétences transférées, plus peut-être avec l'acte 3 donc, de la décentralisation. Mais non, les populations, donc, de façon générale, hein, ce n'est pas juste une élection donc, locale, mais dans la plupart donc, du temps, le choix n'est pas un choix rationnel, encore une fois. Le choix des populations, des électeurs, n'a jamais été un choix rationnel, mais un choix basé sur les sentiments, les émotions. Alors, c'est quoi? C'est que est-ce que X ou Y, il est pertinent comme maire pour pouvoir évidemment faire face à l'ensemble donc, des besoins en termes d'accès aux services sociaux donc, de base, l'éducation, la santé, etc. On sait que c'est les populations qui en souffrent davantage. Et c'est elles qui réclament donc des solutions à cela. Elles sont très conscientes, comme je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à ce problème. Mais malheureusement, au moment donc de choisir l'homme qu'il faut à la place qu'il faut, plutôt que de raisonner et de faire le discernement nécessaire entre le pour et le contre, les électeurs que constituent donc ces populations, malheureusement, se laissent toujours amener par donc, leur orientation sentimentale donc, dans le choix. Et là, ça veut dire que les populations n'ont pas encore conscience. Elles sont conscientes néanmoins de la situation, donc de l'enjeu. Que, évidemment, donc, il y a des problèmes qui sont là, qui méritent donc des solutions. Mais, quelque part, au finish, c'est parce que le pouvoir de décision leur revient d'abord. C'est à leur niveau de choisir. Parce que si elles ne décident pas de qui sera maire, personne donc ne sera maire. Donc, elle a le pouvoir, malheureusement, la population, mais elle n'a pas le contrôle après. Le pouvoir qu'elle confère donc à un maire, ce n'est plus donc elle qui le contrôle malheureusement. Alors c'est au maire malheureusement qui en fait en tout cas son patrimoine, son bien commun, qui pense qu'en confondant donc les affaires individuelles aux affaires donc collectives. Et malheureusement c'est comme ça que ça se passe. Et donc tout le temps donc dans les mairies, dans les collectivités locales, les populations vont dire oui, on veut changer, on veut changer. Même si on leur impose un maire, ce sera toujours donc ce maire qui sera validé. Pourquoi? Parce que c'est une question donc de sentiment. Alors, ces populations savent, donc les maires savent sur quelle corde donc agir pour obtenir donc leur adhésion. C'est sur le sentiment, mais également en abusant de leur situation donc de précarité, de pauvreté. Parce que, je dis, ces oppresseurs ont toujours intérêt à voir donc les autres au bas de l'échelle du développement donc social pour pouvoir les exploiter donc aux besoins. Et que malheureusement, la situation continue ainsi. Mais la plus grande problématique
aujourd'hui, en tout cas, que rencontre la gestion ou qu'on rencontre dans la gestion donc, des collectivités locales, c'est que c'est au niveau donc, de l'équipe municipale. On parle d'abord, et c'est une incohérence qu'il faut corriger. Et moi, je pense que c'est le moment de repenser, en tout cas, le système politique particulièrement décentralisé. Quand on dit de compétences transférées, on parle donc de compétences. Et évidemment, on attend à une bonne gestion donc, de ces compétences, une maîtrise donc, de ces compétences transférées. Mais l'équipe municipale jouit d'une notoriété locale, en tout cas, grâce à laquelle, évidemment, elle se met en place avec donc l'élection du maire. C'est ça. Donc, elles ne sont pas censées, ces équipes-là, d'avoir les compétences nécessaires. Alors, le maire peut être juste un manager qui manage. Il est préférable que le maire puisse avoir donc un certain nombre de compétences, un certain nombre de bagages intellectuels pour comprendre et faire le discernement nécessaire. Mais l'équipe municipale doit être une équipe de compétences et non une équipe dans le sens simple donc, de notoriété, de représentation. Malheureusement, c'est ce que nous avons. Alors que ce qui fait marcher donc, la collectivité locale, c'est donc l'équipe municipale avec donc, le maire. Si dans l'équipe municipale, il n'y a que des représentants, des gens qui ne savent même pas c'est quoi donc, ou quels sont donc, ces domaines de compétences transférés, ou cette équipe, il n'y a pas donc, des individus qui ont les compétences nécessaires dans le cadre donc, de la gestion des ressources donc, naturelles, dans le cadre donc, de la santé, dans le cadre de l'éducation, dans le cadre donc, de la formation, de la planification, entre autres compétences, mais cette équipe ne pourra pas évidemment remplir donc, le rôle, en tout cas attendu d'elle, y compris donc, la municipalité de façon générale par rapport aux problèmes sociaux rencontrés. Donc je pense qu'il faudrait élire le maire et choisir donc, des compétences techniques qui doivent composer l'équipe municipale. Mais tant que l'équipe municipale découle de cette forme d'élection, cela n'aide pas à une collectivité locale, en tout cas d'aller vers de l'avant, malheureusement. Des élections basées sur des choix rationnels ou non rationnels, comme vous le dites. Vous avez aussi parlé de l'aspect de notoriété. Et professeur Anne, je viens à vous poser la question, finalement, qui doit être maire? Est-ce que c'est quelqu'un qui a une popularité, comme l'a expliqué Dr Lo dans sa localité, tout simplement, le plus populaire, c'est lui le maire? Est-ce que le maire doit avoir certains critères? Quels sont les critères? Quand je parle de critères, je pense à des critères financiers. Est-ce que c'est mieux de confier des mairies à des maires qui ont une certaine indépendance financière? Est-ce que c'est plus sécuritaire? Est-ce que c'est une question de popularité, etc. Qui doit être maire? Quels sont les critères? Alors, excellente question, Sophia, de se demander qui doit être maire. Il faut savoir déjà qu'il y a le construit, l'aspect institutionnel. Il y a besoin dans un pays d'avoir un chef d'État, d'avoir des ministres, d'avoir un gouvernement, d'avoir une mairie, et d'avoir un maire qui incarne tout ça. Mais moi, je vous dirais, à cette question, qui doit être maire, je vous dirais tout le monde. Tout le monde. Dans un premier temps, le maire choisi, il faut qu'il soit compétent. Oui. Pour rester dans l'esprit de votre question, il faut qu'il ait les bagages qu'il faut. Il faut qu'il soit bien choisi. Il faut qu'il soit quelqu'un qui aime sa localité. Qui aime sa localité. J'ai suivi une émission d'un grand marabout chez Ibrahim Niasse qui faisait une lettre à ses neveux qui étaient au Caire pour étudier. Sur sa lettre, sur ses exigences, la première chose était de conserver, de valoriser leur religion. La deuxième chose, la deuxième recommandation de Cheikh Ibrahim Niasse, c'était qu'ils aiment leur pays. Donc l'amour pour son pays, l'amour pour sa localité est un critère fondamental. Après cela, viendra les questions de compétences. Peut-être qu'il doit faire des études, que ce soit des études dans le domaine coranique ou bien dans les études dans le domaine de la langue française, mais qu'il ait des diplômes qui lui permettent d'avoir les compétences nécessaires. Peut-être il doit avoir l'envie et la volonté. Ça, c'est pour rester dans l'esprit de votre question. Mais en réalité, dans ma conception des faits, tout le monde est maire. Tout le monde est président de la République. Le président Macky Sall ne peut pas tout faire. Il est dans ses aspects, il est dans ses priorités, il est dans une feuille de route, il est sur un tableau de bord. Toujours, il faut que nous soyons conscients que nous sommes dans un pays qui n'est pas encore sorti des difficultés.
Et quand on est dans cette situation, c'est tout le monde qui s'implique. Comment tout le monde peut être président? Me diront-on. Comment tout le monde peut être maire? La réponse est simple. Il faut que chacun s'engage dans le peu de choses qu'il peut et qu'il doit faire. Il y a énormément de choses qu'on peut faire dans nos régions, dans nos collectivités. Moi, par exemple, je suis de Kaolack. Je pars là-bas les vacances. Mais il y a énormément de choses qu'on peut faire. Et comme je disais, les maires avec les compétences transférées, il y a des problèmes. Ils ne peuvent pas tout faire parce qu'il y a des questions de finances. Il y a la question du financement du développement local. Le financement du développement local repose essentiellement sur la fiscalité locale. Mais quelles sont les régions qui ont des industries, qui ont des entreprises, qui peuvent sortir de cette fiscalité pour que ce maire puisse avoir les moyens de le faire? Il n'y en a que rarement. Donc face à cette contrainte d'absence d'un tissu industriel et entreprise capable de financer, face à cette absence, quelle est l'alternative? L'alternative, c'est l'implication des populations à travers des systèmes organisés au niveau des quartiers, au niveau des localités. Il faudrait, à mon avis, que dans mon quartier, par exemple à Sahara, que je puisse comprendre que j'ai fait mes études primaires ici. J'ai fait mes mouvements navétanes ici. Après, je suis sorti pour aller à Dakar et travailler. Il faudrait que j'ai le réflexe de pouvoir revenir et de faire un don de soi. D'organiser les 100 francs, les 2000, les 3000, les 10 000 des uns et des autres pour faire quoi? Voir les 2-3 choses qu'on peut faire qui ne marchent pas et ne pas attendre la mairie. Et je pense que ce genre de réflexe, si tout le monde pouvait l'avoir, je pense que ça ferait avancer les choses. Parce que dans les collectivités et dans les quartiers, il y a des choses, la question de l'école par exemple, la prise en charge des enfants, il suffit d'une organisation. Il suffit d'une organisation, 2000 francs par mois par ceux qui peuvent le faire, ou 100 francs ou 1000 francs. On peut voir les jeunes qui sont excellents, qui sont brillants, qui ont du potentiel, qui n'ont pas de moyens, leur donner les bourses et les accompagner. Les lieux de culte dans les quartiers. Est-ce qu'il faudra attendre le maire pour avoir des tapis, attendre le maire pour payer l'électricité? Des systèmes de cotisation, c'est le problème du Sénégal à mon avis. Ce serait à mon avis facile de penser que juste c'est les hautes autorités. Mais c'est une question de mentalité. Je disais la dernière fois à mes étudiants de l'université du Sine Saloum que le développement est un état d'esprit. Il faudrait que tout le monde soit dans cette logique, que tout le monde soit dans cette perspective, que tout le monde se rende compte qu'il a une chose à faire. Si tout le monde se rend compte qu'il a une chose à faire, tout le monde devient maire, tout le monde devient ministre, tout le monde devient président. Et dans cette perspective, les maires n'auront plus la possibilité de faire les choses d'une certaine manière. Parce que s'il vient dans le quartier, qu'il se rend compte qu'il y a des jeunes organisés, qui s'auto-prennent en charge déjà, qui font ce qu'ils veulent, il ne pourra pas avoir la possibilité de pouvoir, comme il l'a dit tout à l'heure, manipuler. Parce que les gens, ils sont organisés. Donc je pense que à la veille de ces élections, si j'ai un appel à faire, c'est par rapport aux populations, comme il a eu à le dire. La phase de l'attente, pour moi, c'est terminé. La phase de l'assistance, c'est terminé. Ce qu'il y a, c'est une phase de participation et une participation active, une participation réelle. C'est un don de soi. Le monde est arrivé à ce niveau. Mais dans les régions, ne serait-ce que le reboisement. Vous allez dans une localité telle que Kaolack. Maintenant, vous pouvez voir à perspective, vous ne verrez pas d'arbres. Le reboisement, on n'a pas besoin d'attendre le maire pour le faire. Les jeunes peuvent le faire. Les jeunes du quartier peuvent s'organiser, peuvent aller au niveau des services des eaux et forêts, prendre des arbres, les semer, les reboiser, les entretenir. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce qui manque. C'est comme une coupure. C'est une coupure entre l'équipe dirigeante et les populations. Les populations sont dans une phase d'attente parce qu'ils sont dans la logique de bourg, une logique traditionnelle dépassée. Fimbet de bourg, c'est la rue du prince. Il n'y a plus de prince. Tout le monde est prince, tout le monde est dirigeant et tout le monde doit s'impliquer. Et je terminerai sur ça, sur une réflexion qu'un grand homme a fait il n'y a pas longtemps autour d'un stade entouré de jeunes. Cheikh Mahi Niass, il a dit aux jeunes, le développement du Sénégal et de votre localité est sur votre cou. Si c'est du couscous que vous vendez, veillez à ce que ce couscous que vous vendez, que la personne qui l'achète soit satisfaite. Vous êtes le maire. Si vous êtes une personne qui s'occupe de
un enseignant veille à ce que le jeune à qui vous dispensez du savoir soit satisfait. Vous êtes maire, vous êtes président. Si vous êtes policier, veille à ce que les usagers soient satisfaits. Si vous êtes, qu'est-ce qu'il veut dire par là? C'est la somme des actions positives qui donnent une collectivité locale rayonnante. Rayonnante, tout à fait. Je pense que vous appelez à une certaine prise de conscience au niveau des populations et ne pas se mettre en position d'attente ou, pour reprendre les mots de Dr Long, en position d'oppressé, tout simplement. Et par rapport à cela, me vient une question, justement, Dr Lo. Cette position d'oppresseur et oppressé, elle change. Elle change au moment des campagnes électorales. Parce que finalement, c'est le moment où les oppressés ont le pouvoir. Tout à fait. Tout à fait. Et le pouvoir, c'est la carte électorale. Et par rapport à ce pouvoir, justement, comment est-ce que les oppressés, entre guillemets, les populations doivent l'utiliser et quelle est la responsabilité durant les campagnes des dirigeants? On a vu il n'y a pas très longtemps des photos d'Abdoulaye Diouf Sarr en train d'aider une vaillante dame à vendre ses cacahuètes. Moi, ma question que j'ai par rapport à ça, est-ce que c'est ça qu'on attend de nos dirigeants? Tout à fait. C'est un peu dommage. Encore une fois, c'est parce que l'oppresseur, il sait qu'il est lui. Et il sait celui qu'il doit exploiter, qu'il doit donc tromper. Donc c'est de l'ingénierie du mensonge au Sénégal. Et les politiciens, malheureusement, usent donc de techniques très sophistiquées en la matière. Et je donne ce qu'il vient de faire, c'est ce qu'on appelle une technique d'intégration. On ne peut ne pas croire aux idées de la personne, ni à sa religion, ni à sa culture. Ouais. Mais on va faire à l'image donc de l'anthropologue qui se substitue donc à son objet d'étude pour lui ressembler afin de mieux le comprendre. Étant entendu que nous, Sénégalais, de façon l'Africain, comme le dit Senghor, on est émotionnellement des êtres pour exister, pour accéder à la connaissance, à la réalité. On n'accède pas à la réalité par la raison, nous, mais c'est par l'émotion. Mais c'est la vérité, c'est la vérité. Alors, eux, ils vont utiliser donc ces techniques, de nombreuses techniques d'ailleurs, dont la technique d'intégration qui consiste à intégrer, en tout cas, les faits et les gestes donc, de l'autre, pour lui prouver une certaine sympathie, pour lui montrer qu'on compatit donc à sa situation et qu'on en serait donc une solution. Alors que c'est le maire lui-même qui les déguerpit à longueur de journée pour les empêcher donc de vendre parce que pour lui, à ses yeux, évidemment, ces marchands ambulants, ces vendeurs donc de cacahuètes ou d'autres choses, c'est elles qui donnent une mauvaise image donc à la ville. Et par conséquent, aspirant à être donc maire, vous voyez donc le comportement un peu contradictoire qu'il adopte pour essayer donc d'amadouer. Parce que évidemment, il va lui falloir agir sur cette corde sensible pour susciter la joie, la compassion, pour la douleur, etc., etc., afin que l'autre là puisse réagir donc et obéir donc à sa demande, à sa requête. Ça veut dire donc d'aller évidemment à l'adresse indiquée, ça veut dire d'être donc élu maire. Donc tout simplement, les gens savent. Et pour revenir encore une fois, juste rebondir à une question importante concernant le rôle du maire et donc des citoyens. Moi, je pense que l'idéal, c'est de faire revenir le citoyen à sa place. C'est ce que nous avons perdu donc dans ce pays. Le citoyen a été remplacé par le militant. Et c'est catastrophique. Et celui qui en est fautif, c'est le dirigeant, c'est le maire et jusqu'au président de la République. Pour accéder à un poste de responsabilité, si on n'est pas militant, c'est peine perdue. Alors qu'être citoyen ne paye plus. Aujourd'hui, celui qui doit s'impliquer, participer, c'est le citoyen. Si toutefois on lui donne évidemment donc, le rôle qui est le sien donc, dans ce processus donc, de développement socio-économique. Malheureusement, on préfère donc les militants. Jusqu'à un niveau où on voit même des magistrats qui renoncent à leur fonction de magistrat pour être donc un militant parce que c'est le militant qui paye mieux que donc d'être un citoyen sénégalais. Alors, qu'est-ce qui se passe donc? Pourquoi les gens ne participent pas? La participation évoquée, elle est importante, mais les gens peinent donc à participer parce qu'ils ne sont pas considérés comme des citoyens. Ils ne sont pas d'égale dignité donc d'accéder aux services que la mairie donc a devoir donc de fournir aux citoyens, mais plutôt c'est les militants qui accèdent donc en premier lieu parce que c'est eux qui ont voté. Ils regardent comment cette mentalité peut permettre donc de faire prospérer donc les collectivités locales. C'est pas possible. Faisons revenir le citoyen, que chacun puisse avoir donc cette même dignité d'accéder à un service quelconque sans pour autant remercier X ou Y, sans pour autant d'être d'une coloration politique,
sans être donc d'une obédience religieuse ou ethnique. Moi, je pense que c'est le travail à faire parce qu'aujourd'hui, on a déconstruit donc cette idéologie au niveau de la société, de telle sorte que tout le monde pense que exister au Sénégal, c'est d'être un militant. Si vous n'êtes pas un militant, vous êtes évidemment voué à l'échec, et vous et vos projets. Et c'est pour moi la participation évoquée passera par la restauration donc, de la dignité donc, du citoyen. Sa place, tant qu'on n'est pas arrivé à ce niveau, ce sera très difficile. Maintenant, oui, vous l'avez dit, les tactiques et les techniques, les subterfuges qu'utilisent donc les politiciens, qui sont donc les oppresseurs, les principaux oppresseurs donc, de cette société-là, c'est de cette façon qu'ils vont le faire à l'oreille donc, des élections pareilles. Ils vont faire donc du n'importe quoi pour être en sympathie donc, avec les populations. Alors que le mal donc, des populations donc, vient le plus souvent d'eux. Oui, c'est dommage. Et des fois, ça peut être un couteau à double tranchant quand on voit, comme vous l'avez si bien expliqué, à travers ces mécanismes-là. J'aimerais qu'on touche un sujet important aussi, professeur Anne, dont j'ai un peu parlé à l'entame de cette émission. Ce sont les enjeux et les différentes problématiques sociétales qu'il existe au Sénégal. J'ai parlé un peu de l'emploi des jeunes. On pense un peu aussi à l'inflation et à la baisse du pouvoir d'achat des citoyens. Le pain est passé de 150 à 175 francs il n'y a pas longtemps. L'huile est en augmentation. Toutes ces denrées de première nécessité sont en augmentation et les rentrées, les salaires, etc. n'augmentent pas. À côté de cela, on a aussi récemment, on voit une montée de l'insécurité dans la ville de Dakar particulièrement, etc., etc. Les enjeux sont nombreux. Selon vous, quelles doivent être les priorités des candidats aux élections et des aspirants aux différentes mairies? Quelles doivent être les priorités? Est-ce qu'ils ont montré à travers un peu leur engagement qu'ils sont concentrés sur ces priorités-là, selon vous? Oui, merci Sophia. Les priorités pour les candidats aux différentes collectivités, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Vous avez parlé de la question de la sécurité, de l'éducation, de la santé, de l'accès à l'emploi. Donc, il y en a plusieurs. Il y a plusieurs aspects sur lesquels, aujourd'hui, les futurs maires et responsables de collectivités vont devoir travailler. Mais par rapport à tout ça, par rapport à ces attentes des populations, par rapport à la situation dans laquelle se trouve le Sénégal et qui est une situation que l'on voit aujourd'hui un peu partout à travers le monde, moi je pense que ça appelle, au-delà de poser les attentes, à une réflexion sur les solutions qu'on peut envisager. Surtout une réflexion sur la démarche pour aborder la question, pour aborder la problématique. Moi, par rapport à ce niveau, par rapport à la démarche, je ne dirais pas les politiciens, je dirais certains acteurs politiques. Parce que, quel que soit le segment dans lequel vous irez, dans l'enseignement, la santé, vous verrez certains qui font bien et que vous en verrez d'autres qui ne font pas forcément bien. Donc, je dirais certains acteurs politiques, effectivement, abusent de leur situation et des aspects, des pouvoirs qu'ils ont vis-à-vis de la population. Mais la seule démarche, à mon niveau, à mon avis, qui me semble être pertinente à l'évaluation des faits, c'est l'implication. C'est l'implication. Pourquoi? Parce que la question de la sécurité, on a vu le cas de la France, malgré les moyens qu'ils ont, l'insécurité est encore plus importante en France qu'au Sénégal. Donc, est-ce que c'est un problème de moyens? Si on prend la problématique des nombres de pauvres, d'accès à l'emploi, dans les pays développés, cette problématique se pose de plus en plus. Donc, est-ce que c'est une question financière? C'est vrai. Je pense qu'on doit ramener la question à l'humain et à sa préparation, à la société et à son organisation. Parce que si dans ces pays, ayant tous les moyens, il y a plus de violence, il y a des gens qui se suicident tout le temps, il y a des problèmes d'accès à l'emploi, alors qu'en sera-t-il de nos pays? Je pense que pour aborder cette problématique, il faudrait beaucoup de lucidité. Et aujourd'hui, il y a quelque chose qui m'inquiète, c'est l'absence ou le manque de lucidité de certains acteurs
populaire. C'est-à-dire? Manque de lucidité, c'est quand on pense qu'on ne peut régler les questions que par la violence. Ah. Manque de lucidité, c'est quand on pense qu'on ne peut régler les problèmes qu'en partant sur du jusqu'au-boutisme, en faisant des menaces. L'absence de lucidité, c'est quand on va jusqu'à utiliser une communication pour stresser et faire peur à la population. Ouais. L'absence de lucidité, c'est quand on n'insiste que sur les scandales. C'est quand on oublie ces petites révolutions, ces belles choses qui se font, ça et là, quand on n'en parle jamais et qu'on ne fait que mettre en avant ce qui ne marche pas. C'est ça l'absence de lucidité. Parce que ceux qui ne sont pas lucides doivent être ramenés à la raison par ce qu'ils sont. Mais tout le monde ne peut pas arborer le même type de discours. Donc, il faudrait que les acteurs, surtout les acteurs, j'appelle acteurs populaires, les acteurs dont la voix porte, qui ont la possibilité de sensibiliser et de responsabiliser, de faire attention au discours, de faire attention aux images. Et par là, il y a l'aspect du journalisme qui est important. Parce qu'il y a certains discours, il y a certaines images, une fois que ça passe, tu déverrouilles l'esprit de l'individu. Il y a des choses, une personne n'aurait jamais pensé le faire ni osé le faire. Mais il suffit qu'elle voit ou bien qu'elle entende ça pour se dire « Ah, donc c'est possible ». La dernière fois, j'ai suivi au niveau de l'université l'image de l'étudiant qui affrontait les forces de l'ordre. Je ne sais pas quelle est la lecture que les uns et les autres en ont fait, mais moi je pense que ce genre d'image pose problème. Parce qu'il y a des symboles derrière. Il y a des symboles derrière. Il aurait fallu que le jeune soit atteint, qu'allons-nous dire? Donc je pense qu'aujourd'hui, naturellement, la population sénégalaise, dans un contexte mondial très difficile, avec tous les problèmes socio-économiques que nous avons, avec les enjeux que vous avez posés, il est nécessaire que tous les acteurs, dans les domaines différents, soient lucides, analysent les situations avec froideur, mais aussi avec humanité, pour que l'on puisse aller vers des solutions constructives qui pourront permettre aux nouvelles générations d'avoir des lendemains meilleurs. À défaut, on sera dans du qui mieux mieux, qui dira la chose la plus scandaleuse, qui fera la chose la plus scandaleuse, et dans cette logique, je pense qu'on ne pourra effectivement rien construire. Et j'appelle à ce niveau aux porteurs de voix. Oui. Avec ces élections locales, il y a des initiatives qui se font déjà, donc de faire surtout attention à le discours parce que la société sénégalaise est très jeune. Et il y a énormément de responsabilités à faire attention au discours qu'on tient devant eux parce qu'ils ne feront que répéter ce qu'ils ont entendu. Le sensationnalisme est réel, c'est tout à fait ça. Et il y a une responsabilité, chacun a une responsabilité. Je reviens très rapidement parce que vous l'avez énoncé et Dr Lo également à l'entame de ses propos, lorsqu'on parle un peu du journalisme ou des gens qui sont devant l'écran ou qui écrivent, etc., qui ont une responsabilité aussi à ce moment-là parce que ça va être plusieurs émissions, plusieurs articles écrits, etc., plusieurs reportages lorsque ce sera le moment des élections. Par contre, vous avez parlé un peu de cette image de cet étudiant qui a affronté justement le policier. Là, ce sont les faits. C'est quelque chose de réel, c'est quelque chose qu'il y a et c'est un peu la responsabilité du journaliste aussi de révéler les faits et de ne montrer que les faits. À côté de cela, justement, j'aimerais poser la question pour peut-être un peu mieux aiguiller, selon vous, votre analyse sociale. Le journaliste en tant que tel, quelle est sa responsabilité? Parce que lorsqu'il reçoit un acteur politique ou alors qu'il va faire un reportage sur une situation sociale, mis à part montrer les faits, quelle responsabilité il peut avoir par rapport à tout ce qui se dit et tout ce qui se crée? Merci, merci. Moi, je pense que, en tout cas, la question centrale, c'est par rapport donc, aux intérêts des uns et des autres. Le journaliste donc, a ses intérêts qu'il poursuit. Le politicien, qu'il soit de l'opposition ou donc du pouvoir, également, d'une manière ou d'une autre, est en train donc, de poursuivre donc, des intérêts. Alors,
et l'intérêt et la responsabilité. On les met dos à dos. Quelle est la responsabilité donc de l'acteur lorsque ses intérêts sont en jeu? L'intérêt donc du journaliste, c'est de faire en sorte qu'il puisse véritablement rechercher, en tout cas, l'utilité économique. Parce qu'il doit faire bouger donc son entreprise par donc les émissions, par en tout cas le fait donc de filmer une réalité pour avoir autant donc de vues, d'avoir donc le primat donc de l'information. Donc tout cela sont des enjeux en tout cas qui ont des conséquences économiques par rapport donc à son entreprise. Alors est-ce que c'est à ce niveau qu'il doit être responsable pour ne pas le faire, quelqu'un d'autre sachant que quelqu'un d'autre donc va le faire? Donc tout ça c'est par rapport aux responsabilités et intérêts. Alors l'opposition qui en parle, qui en fait état, évidemment c'est par rapport à sa responsabilité et ses intérêts. Est-ce que le fait donc de mettre en nuisance donc l'État en mal avec donc la population, elle gagnerait donc en quelque sorte donc un gain par rapport donc à cette situation, donc etc. etc. Vous prenez donc l'État qui cherche à camoufler des insuffisances donc de son administration d'une manière générale un peu partout représentée. Évidemment, vous comprenez pourquoi l'État aussi, quelquefois, comme on le dit, et c'est le plus grand mensonge donc du monde, la raison d'État, ça veut dire que cette raison n'est jamais donc dans le sens donc de créer le bien-être donc des individus, mais c'est de cacher du moins donc les insuffisances donc d'un État quelconque, l'irresponsabilité donc de l'État d'une façon ou d'une autre. Alors donc là aussi, il y a l'enjeu, responsabilité donc de l'État et intérêt donc du moment. Donc ce serait très difficile d'avoir un discours où on peut dire aux journalistes de se tenir, en tout cas pour, à la limite, protéger, etc. Parce que son rôle, c'est de rendre l'information, mais de la donner dans la plus grande transparence et la neutralité donc possible. Les événements sont les événements. Il faut éviter que ces événements aient lieu. Moi, je pense que c'est de là la responsabilité donc, des acteurs politiques, que ce soit l'État ou de l'opposition ou quelqu'un d'autre. Mais quand les choses se passent, évidemment, il faut que les gens en sachent parce qu'on a besoin donc de comprendre ce qui se passe. Tout à fait. Des mots très sages, Dr Lo. Merci à vous. Merci à vous, professeur Anne. Et merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi votre émission Idées, cette émission où nous menons des débats de fond sous la bonne forme. Je suis Sophia Baye. Nous vous donnons rendez-vous prochainement sur ITV.